Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au siège du Souvenir napoléonien. Nous allons parler aussi chansons, nous allons parler musique. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Arnaud Marzorati, et qui est le président d'un groupe intéressant qui s'appelle les Lunésiens. Alors, on va me dire les Lunésiens, la Lune, de quoi il s'agit-il? Vous en saurez plus, bien sûr, en nous écoutant. Les Lunésiens, c'est un groupe, un ensemble instrumental et vocal qui a vocation donc à chanter et à jouer des instruments donc qui sont en rapport avec les plus belles pages de notre histoire et pas simplement les pages de la Révolution et de l'Empire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt parler donc de l'Empire et surtout de ce patrimoine musical que l'Empire nous a légué. Alors déjà, merci de nous accueillir. Pour nous, c'est un grand honneur que de présenter notre travail dans ce cadre de ce souvenir napoléonien. Euh, alors non, ce ne sont pas des redites parce que de toute façon, je dirais l'histoire est vivante. L'histoire se visite, l'histoire s'interroge et se modifie à chaque instant. Donc c'est déjà cela qui est passionnant. Et pour nous, musiciens, cette spécificité, notamment de la chanson, c'est que c'est une machine extraordinaire à remonter le temps. Mais au-delà de cela, c'est aussi, je dirais, comme une imagerie populaire. Voilà, c'est un petit peu comme l'image d'Épinal, ce qu'on peut avoir comme ça qui nous fascine quand on est enfant, en quelque sorte, et ce qui nous amène vers cette passion. Vous avez parlé aussi de patrimoine. Alors c'est vrai qu'avec tout ce répertoire, alors ce répertoire vocal, la chanson qui est entre la littérature et la musique, hein, parce que c'est une petite sœur, je dirais, de la grande musique, parce que peut-être il n'y a pas toutes ces grandes pages, mais c'est à nous donc de retravailler tout cela, et c'est ce que nous faisons. Donc Lunésien, donc c'est ce nom que nous avons pris à un roman de Raymond Queneau, qui dit tout simplement les Lunésiens sont les habitants de la Lune, et c'est parce que nous voulons donner un petit peu une définition lunaire de tout ce que peut être ce répertoire. Alors pour en revenir à Napoléon, vous avez parlé de ces grandes musiques. Alors ces grandes musiques vont faire partie de ce disque que nous allons bientôt sortir pour donc commémorer. Donc nous sommes rassurés. Absolument, voilà. Avec notamment les cuivres romantiques qui se sont associés aux Linésiens, qui sont des spécialistes de ce répertoire et qui jouent sur des instruments historiques qui se trouvent au musée de la Cité de la Philharmonie de Paris. Donc déjà cela, on a donc cette spécificité. Nous pourrons entendre donc les grandes musiques de l'armée et qui ont peut-être retenti durant les grandes batailles. Et puis nous, les Lunésiens, c'est autre chose dans ce souvenir, c'est un petit peu cette littérature et cette légende, la légende napoléonienne, et qui est au cœur même de ce plus grand chansonnier sur lequel nous avons déjà travaillé, qui est Pierre-Jean de Béranger. Voilà, Pierre-Jean de Béranger, hein, avec le roi d'Yvetot, avec Sainte-Hélène, avec tant de chansons qui parlent de l'empereur. Donc c'est cela que nous avons voulu évoquer avant toute chose, cette grande figure de Pierre-Jean de Béranger et puis d'autres chansonniers qui se sont associés à lui, à cette image de l'empereur pour je dirais, mettre tout cela au cœur de la légende napoléonienne. Donc il n'y a pas que de la musique officielle commandée par l'empereur, il y a aussi de la musique populaire. Et je dirais surtout cette musique populaire qui est l'émanation, l'expression de ce que les gens ont vécu, ont ressenti, donc à travers donc des chansons et des instruments de musique. Alors les instruments de musique, on croit les connaître, on peut en parler juste un petit peu? Oui, ces instruments de musique, alors on croit les connaître et à la fois c'est cette époque, le 19e siècle, où il va y avoir plein d'expérimentations. Hein. Donc là, si on va dans la technique, on a la trompette demi-lune, on a le bugle, et puis on a tous ces instruments comme l'ophicléide et le cor, mais avec des embouchures naturelles où il y a toute cette difficulté. On se rend pas compte à quel point donc c'était omniprésent dans cette vie des troupes napoléoniennes, mais à quel point, je dirais, l'instrumentiste était au cœur même de toute cette armée, et c'était vraiment des musiciens de grande qualité. Oui. Et ces instruments ont permis justement d'ouvrir des champs de création qu'on ne connaissait pas avant, d'avoir des sons qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre avant. Vous êtes un grand spécialiste de la musique baroque, donc est-ce qu'il y a vraiment une transition en ce début du XIXe siècle
on passe de quelque chose à une autre ou ça s'est fait de manière un petit peu progressive? Je dirais que c'est plutôt progressif, hein. C'est exactement quelque chose qui est au cœur même aussi de cette musique napoléonienne. Par exemple, c'est la harpe de salon. Cette harpe va progressivement se modifier. La musique elle-même, on a par exemple le grand Grétry ou Gossec, hein, par exemple, donc qui sont à la fois des musiciens de l'Ancien Régime, mais qui vont servir aussi l'Empire et qui sont issus de la Révolution. Donc c'est tout ce mélange. Je dirais qu'on reste encore, et ça va être pareil dans la chanson, hein. Dans la chanson, on retrouve ce qu'on appelle des timbres, donc des petites mélodies qui sont pour elles-mêmes issues de l'époque révolutionnaire, pour une grande part, mais aussi du grand répertoire lyrique baroque. On peut retrouver même du Lully, on peut retrouver l'air des Trembleurs dans la tragédie d'Atis, on peut retrouver du Rameau, vous voyez, donc c'est cela, il y a effectivement cette révolution, hein, qui est au cœur même, je dirais, de notre histoire, mais la musique, elle, va se transformer progressivement, voyez-vous, et puis il va y avoir tout au cours du 19e siècle, surtout des grandes modifications techniques, hein, voilà, dans ces instruments. Et donc, est-ce qu'on peut dire que ça inaugure le romantisme tel qu'on l'a vu apparaître au fur et à mesure dans la littérature, et que la musique, finalement, a peut-être précédé la littérature en commençant à regarder ce qu'il était possible de faire, des choses nouvelles, des sons nouveaux, ou pas? Comment vous voyez un petit peu les choses, cette collaboration ou cette compétition entre littérature et musique? Oui, alors, dans le cadre de la grande musique, hein, on pourrait dire peut-être qu'il peut y avoir une notion expérimentale, une notion, et quoique on ne pense pas non plus de manière contemporaine, donc on n'est pas là pour révolutionner les choses, hein, surtout qui plus est, je dirais, dans une musique de circonstance. Mais tout de même, c'est vrai que pour ce qui est des compositeurs, on cherche peut-être à innover, voilà, à passer à autre chose, hein. On invente le conservatoire, on invente plein de choses comme ça pour essayer de vraiment se plonger dans le 19e siècle et laisser tout ce qui fut Ancien Régime. Pour ce qui est de la chanson, c'est quelque chose de différent parce qu'il faut savoir que la chanson, avant toute chose, elle est média. C'est le premier des médias. Sébastien Mercier, déjà dans ses chroniques de Paris, le dit lui-même. Tout commence par des chansons, hein, même les révolutions, même les guerres. Donc c'est peut-être cette grande différence. La chanson, c'est un média. Elle n'est pas là pour révolutionner, elle est là pour transmettre aussi, pour fantasmer, pour faire rêver, avec notamment ce chansonnier Béranger qui va transformer un petit peu cette notion de chanson, puisque des auteurs comme Balzac, comme Stendhal, même comme Chateaubriand, vont le citer comme un grand poète. Voilà, donc c'est un poète mis en musique, mais avec cette spécificité, c'est ça qui est peut-être un petit peu compliqué à comprendre pour nous aujourd'hui, que cette grande poésie n'est belle que si elle est chantée, voyez-vous. Elle n'est pas faite pour être lue, même si elle va se retrouver dans des livres, mais elle doit être mise sur des mélodies relativement simples à apprendre, parce que c'est aussi une notion de par cœur et de transmettre comme cela des informations. Et alors, quand on parle de transmission d'informations, on se dit, mais voilà, c'est Napoléon, est-ce qu'il avait des messages un peu officiels? Est-ce que, allez, n'ayons pas peur, une propagande donc à diffuser? Oui. Est-ce qu'on peut oser le mot et en même temps, donc, des chansons qui pouvaient naître du peuple, qui n'avaient pas besoin donc d'attendre des ordres qui venaient de beaucoup plus haut? Absolument. Alors là, vous touchez un des mots essentiels et d'ailleurs absolument ludique de ce que nous faisons dans notre travail des Lunésiens. C'est-à-dire qu'en général, à partir du moment où nous décidons de nous emparer d'une thématique, et qui plus est, si elle est un petit peu guerrière ou politique comme cela, eh bien, nous allons en fait engager une bataille. C'est une bataille des mots, exactement comme aujourd'hui finalement, hein. C'est une bataille des médias. Donc oui, les chansons peuvent être commandées, les chansons peuvent être manipulées. On se bataille sur des timbres. Par exemple, pour ne citer que la plus célèbre de nos chansons, c'est l'hymne, la Marseillaise. Eh bien, la Marseillaise, dès la Révolution, elle va bien sûr être créée pour devenir l'hymne des Marseillais, mais au-delà de ça aussi, les contre-révolutionnaires vont écrire des chansons pour contrer finalement cette propagande révolutionnaire. Et c'est exactement la même chose sous l'époque de Napoléon,
où nous allons avoir même certains petits livres des royalistes qui seront même édités par les Anglais pour essayer comme ça de contrer la propagande. De contrecarrer absolument. par eux aussi, donc leurs chansons. Ça, je vous en ferai peut-être tout à l'heure d'ailleurs, certaines chansons. Oui, enfin, n'hésitez pas, je crois qu'il faut nous donner envie. Bah oui, c'est pour vous donner cette envie, parce que là, en plus, moi, donc, en tant que… je vais le faire, mais en tant que personnage, parce qu'en plus, quand je construis ce disque, donc on devient un petit peu des personnalités. Donc moi, en quelque sorte, dans ce disque de souvenirs napoléoniens que nous avons fait avec la Philharmonie et avec le festival de la Côte-Saint-André de Berlioz, donc nous avons en quelque sorte Sabine Devielle. Donc Sabine Devielle, qui est notre soprano à l'heure actuelle, grande chanteuse qui fait tout le répertoire. Et Sabine, par exemple, incarne un petit peu cette chanteuse de romance. Voilà, vous voyez, un petit peu exactement comme ces romances de la reine Hortense, donc qui ont été écrites avec harpe. Voilà, donc c'est un petit peu cette ambiance. Et puis moi, je suis à la fois le chansonnier qui va se retrouver dans les goguettes. Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire de la légende napoléonienne, c'est qu'elle commence là où la censure arrive, vous voyez? Enfin, à mon avis, hein. C'est-à-dire, on est à peu près en 1815, 1816, voilà, c'est un petit peu fini pour Napoléon. Et puis, dès 1821, quand l'empereur va décéder, là, on a encore plus de censure. Où on veut absolument contrôler parce qu'on a peur. Voilà, il faut absolument que tous disparaissent, voilà. qu'on n'entende plus parler de lui. Oui, à tel point même de plus parler de lui et de plus faire de politique. Absolument. Vous voyez, la politique, c'est fini. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, on surveille ces goguettes. Donc, alors, je voulais donc un petit peu vous mettre dans l'ambiance. Imaginez. Ça nous donne envie là maintenant. Voilà, donc nous sommes parler de goguettes. Voilà. Donc, on va en savoir plus. Voilà. Et surtout en écouter plus. Donc nous sommes à peu près en 1821, d'accord. Et c'est le chansonnier Brasier. Il y a 200 ans. Voilà, absolument. Nous sommes il y a 200 ans. Voilà, c'est ça. On essaie d'y croire. On y croit. Et c'est ce chansonnier Brasier qui d'ailleurs composait plutôt des chansons pour les Bourbons. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que même si on est d'un côté politique, on continue quand même pas certaines réalités. Voilà, c'est ça. On continue à côtoyer ses camarades de plume, on va dire. Voilà. Et il va nous emmener donc dans cette goguette, donc les enfants de la gloire. Alors une société chantante, un caveau chantant comme tant d'autres à l'époque, parce qu'il y en a énormément. On en compte plusieurs centaines. Et je parle à Paris. On est d'accord. À Paris uniquement. Ouais. Tiens, voici quelques noms de ces derniers qui ont été recensés en 1827 et qui figurent dans un rapport de police. Parce que la police est là, je vais vous en parler plus tard, il y a les mouchards qui contrôlent cette légende napoléonienne qui est en train de gonfler. Vous voyez, donc c'est… Qui ont de grandes oreilles. Voilà, c'est ça. Et tout ça par la chanson et par des petites mélodies, vous voyez, comme un petit virus. Où le texte n'existe pas forcément, donc il faut vraiment écouter. Absolument. Prendre des notes. Oui, c'est ça, ouais. Et là, donc, on a les nourrissons de Bacchus, les enfants de la folie, les soutiens de la gaieté française, les 12 apôtres, les fricoteurs, etc. Et chez les enfants de la gloire, on se réunit en secret pour commémorer, alors ça j'adore, le nom de celui que vous savez. Parce que on ne doit pas prononcer son nom. Alors vous avez le fameux Émile de Braux, qui commence… Comment l'oublier quand ce nom cher à nos pensées vient se marier à tant de gloire éclairée? L'écho des forêts le dit au guéret et le flot qui bat le rivage va l'apprendre même aux sauvages. Même aux sauvages, c'est peut-être le sauvage de Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, qu'adorait l'empereur. Le bon sauvage. Le bon sauvage, bien sûr, oui. Non, jamais, jamais, tant que mon cœur battra, ce nom chéri n'en disparaîtra. Nous sommes dans cette goguette-là. Il parle. Attention, baissez d'un ton, amis chansonniers. Méfions-nous des mouchards. Parce qu'ils sont là, les mouchards des Bourbons, qui surveillent très loin. Ces réunions séditieuses. Depuis que le préfet de police de Paris, le comte d'Anglès, lui-même, s'est exprimé sur la chose en 1821. Je cite, « Ces réunions, dites goguettes, qui toutes prennent des titres insignifiants en apparence, sont
composé d'individus animés en général d'un mauvais esprit, le mauvais esprit des chansonniers. Dans la plupart, on chante des chansons, on lit des poésies, où à la faveur et sous le voile de l'allégorie, le gouvernement, la religion, les mœurs sont également outragées. Vous vous rendez compte? Voilà ce que dit le préfet d'Anglès. Donc, il invite des mouchards à se procurer, avec autant d'exactitude qu'il sera possible, les renseignements sur ces réunions de chanteurs. Prêtez l'oreille. Et c'est là qu'apparaît donc notre grand chansonnier Pierre-Jean de Béranger. Et vous voyez, donc c'est tout un combat comme ça qui s'installe en chanson et qui là répond, en 1821, par la conspiration des chansons, la faridondaine. Écoute, mouchard, mon ami, je suis ton capitaine. Sois gai pour tromper l'ennemi et chante à perdre haleine. Tu sais que mon seigneur Anglès la faridondaine a peur des couplets. Apprends qu'on en fait contre lui des ribis sur la façon de barbarie, mon ami. Des goguettes à peu de frais, on échauffe la veine. Aux Apollons des cabarets, paye un broc de surène. Un aveugle y chante en faussant la faridondaine d'un ton menaçant. On néglige l'air de l'Henri Biribi pour la façon de barbarie, mon ami. Biribi veut dire en latin, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, l'homme de Sainte-Hélène. Barbarie, c'est, j'en suis certain, un peuple qu'on enchaîne. Mon ami, ce n'est pas le roi, et faridondaine attaque la foi. Que dirait de mieux marchand Jibiribi sur la façon de barbarie, mon ami? Bravo, mais on y était. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Oui, bah alors, bon, je ne vous ai pas présenté peut-être ce chansonnier Béranger, donc qui est né en 1780 et fervent admirateur de Bonaparte. Bon, tout comme déjà peut-être en 1796, rappelons-nous une certaine Joséphine de Beauharnais qui hésite fortement encore à se lier, dit-elle, à ce petit bougre. Cette belle rose. Voilà. Bon, elle nous dit, je ne sais, mais quelquefois son assurance ridicule me gagne au point de me faire croire possible tout ce que cet homme singulier me mettrait dans la tête de faire. Bon, hein. Béranger, lui, il ne doute pas. Dès 1799, il se dit soulagé par la prise de pouvoir de Bonaparte qui crée le consulat à sa mesure. Et sans doute, hein, lorsque Bonaparte est revenu de sa campagne d'Égypte, a-t-il entendu cet air au général Bonaparte, les Français, sur l'air de Assaïra. Voilà, donc on est déjà aussi dans cette ambiance où on réutilise, vous voyez, les chansons révolutionnaires. On recycle. Absolument. On recycle au fur et à mesure en s'adaptant. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, on a besoin de timbres célèbres. Voilà, vous voyez, pour que l'imaginaire fonctionne. Je vous le fais. Ah, le voilà, il ira, ça ira, gloire soit rendue au grand Bonaparte. Ah, le voilà, il ira, ça ira, il est arrivé, tout réussira. Unissons-nous qui mieux l'honorera, et plein d'ardeur qui mieux répétera. Ah, le voilà, il ira, ça ira, chantons donc, oh, ces beaux jours-là, gloire au beau nom que l'on chérira, ce bien-aimé de la France, c'est lui qui nous sauvera. Ah, le voilà, il ira, gloire soit rendue au grand Bonaparte. Ah, le voilà, tout réussira. Ah, le voilà, il ira, ça ira, gloire soit rendue au grand Bonaparte. Ah, le voilà, il ira, ça ira, il est arrivé, tout réussira. C'est extraordinaire. Bravo, hein. là, on est prêts à vous suivre. Oui. Et alors, je voulais demander des goguettes aux coquettes. Ah. Est-ce qu'il n'y a qu'un pas? Est-ce que les femmes, donc jeunes filles, sont sensibles à ces chants? Est-ce qu'elles les reprennent? Est-ce qu'elles sont elles-mêmes des actrices de cette diffusion? Elles ne sont pas des actrices au cœur même des goguettes ou des caveaux. Voilà, c'est quelque chose de typiquement masculin. Sur un volcan dont la bouche enflammée jette
sa lave à la mer qui les traîne. Parmi des flots lavés de fumée, descend un ange, et le volcan s'éteint. Un noir démon s'élance du cratère. Que me veux-tu, toi resté pur et beau? L'ange répond que sera solitaire. On dit les dames des forts de la Halle. Hein? Voilà, nous y voilà. Voilà. Je vous ai senti un peu hésiter. Hein, Allez, allons-y. Alors, je dirais que là, on est plus dans quelque chose de vraiment populaire et elles viennent donc d'assister voilà, à l'événement donc, où donc Bonaparte est couronné empereur. Hein. Voilà, donc, Des Français. Ouais. Des Français. Alors, attendez. Malgré ta couronne impériale, ruelle régale d'un firmament, Napoléon reçoit le compliment des dames et des forts de la Halle, qui sont d'avis que ta valeur ruit encore avec plus de splendeur, ruit encore avec plus de splendeur. J'admirons l'épée de Charlemagne, ça fait mort bien un beau morceau, mais après que j'en crié bravio, si l'on veut que le plaisir nous gagne, que l'on nous laisse voir à gogo celle qui te servit à Mariango. Ah bah oui, quand même, hein, celle qui te servit à Mariango. Voilà, cet empereur, il est vraiment idolâtré au cœur même de cette populace parisienne. Ça, on le ressent. Alors, c'est toujours avec cette petite ironie, mais cette petite ironie, je dirais, bon enfant du peuple. Voilà, c'est un petit peu comme les tricoteuses, mais pour cette fois, les tricoteuses de la Révolution ont trouvé vraiment cette légende vivante. Absolument. Et toujours un peu française, je dirais très très française en même temps. Absolument, oui. Oui. Et alors ça va donner aussi lieu donc à la transmission de messages politiques. C'est ça que vous vouliez aussi nous dire, parce qu'il y a la période de l'Empire, donc jusqu'en 1815, et donc après ça devient donc un outil politique. On l'a vu tout à l'heure. Et est-ce que il y a un moment où les autorités vont être obligées vraiment de censurer, de contrôler à partir du moment où il n'y a pas de texte et que ces chansons sont colportées au gré justement des goguettes. Ah bah oui, de toute façon, on voit par exemple avec le fameux Vidocq, donc qui pourtant a exercé donc sous Napoléon, mais qui se retrouve aussi par la suite donc sous la Restauration. À diriger une police un petit peu particulière et il va même mettre donc un mouchard, Sheltine, au cœur même de ses goguettes et il va même inviter donc certaines personnes à créer donc ces associations chantantes pour mieux les manipuler. Vous voyez, c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Hein. C'est une meilleure façon de contrôler ces terroristes, en quelque sorte. On va créer ces goguettes. Et à cause de ces chansons, quand même, 3 têtes tomberont et seront guillotinées. Oui, voilà. Vous voyez, donc c'est sérieux. Ah oui, non, c'est très sérieux. Oui, bien sûr. Hein. Et alors, nos vieux militaires, puisque après 1815, 1820, donc ils commencent à vieillir, eux aussi vont s'emparer donc de cette chanson pour pouvoir propager la légende. Absolument, ouais. Cette légende napoléonienne en chanson, donc vous parlez voilà de nos vieux grognards. Alors moi, c'est une que vous connaissez sans doute, mais c'est cette anecdote hein, où donc la Grande Armée observera jusqu'au bout une fidélité absolue à celui qui servait si bien à les haranguer. Je suis content de vous, hein, qu'il disait. Il allait au soir des batailles se mêler, vous le savez, incognito aux troupiers. Ne dit-on pas que ce fut avant celle de Marengo en 1800 que Bonaparte aperçoit des grenadiers qui frottaient vigoureusement une croûte de pain? Alors bien sûr, nous sommes en arrière. Après cette chanson, on va continuer de la chanter, on la chante en chœur même dans nos armées. Hein. Que diable frottez-vous donc sur votre pain? Demande l'empereur. Voilà, il n'est pas encore empereur, mais c'est de l'oignon, mon général. Nous nous offrons une tartine à l'oignon. Ah, très bien.
Il n'y a rien de meilleur que ça pour marcher d'un bon pas dans le chemin de la gloire. Avalez-moi votre chapon! Et tout à l'heure, tâchons d'avoir des jambes. À l'assaut qui suivit, les grenadiers crièrent à plein poumon: j'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon car il est bon. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Oh pas camarade, oh pas camarade, oh pas, oh pas, oh pas. Oh pas camarade, oh pas camarade, oh pas, oh pas, oh pas. Oh pas, oh pas. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon nous change en lion. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon, un seul oignon. Et le refrain, vous imaginez ces milliers de soldats qui partent. C'est ça qui est extraordinaire. Et cette importance finalement de cette musique, hein, quand on les voit, il y avait tous ces tambours, il y avait tous ces cuivres, et bien sûr aussi, donc on voit ce drapeau tellement important et on part et on chante tous ensemble. Oh pas camarade, oh pas camarade, oh pas, oh pas, oh pas. Oh pas camarade, oh pas camarade, oh pas, oh pas, oh pas. Oh pas, oh pas. Et là, mais pas d'oignon aux Autrichiens. Non, pas d'oignon à tous ces chiens. Chiens d'Autrichiens. Pardon pour eux, mais bon, hein, nous sommes... Il y a quelques siècles. Dans le contexte. Nous sommes bien d'accord. Mais pas d'oignon aux Autrichiens, non pas d'oignon, non pas d'oignon. Et là, dans cette chanson, on est presque un petit peu, vous savez, dans cette vitesse de tiens, voilà du boudin. Hein, c'est un petit peu, voilà, on marche dans la boue et on est comme la Légion étrangère là avec oh pas camarade, oh pas camarade, oh pas, oh pas, oh pas. Oh pas camarade, oh pas camarade, oh pas, oh pas, oh pas, oh pas, oh pas. On s'y croit. Ben, on découvre effectivement ces chansons qui ont dû parcourir toute l'Europe. On imagine qu'elles ont été chantées à Eylau, à Friedland, voilà. à Moscova, et que sais-je encore, en Égypte. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que pour bien comprendre justement, donc ce qui faisait tenir une armée, un régiment, c'est ça aussi, c'est la chanson qui arrivait au bon moment et qui pouvait donner justement la force. Et puis on oubliait beaucoup de choses aussi en même temps. Absolument, absolument. C'est vraiment oublier. Alors, réapprendre, c'est ça aussi. Bon, mais c'est tout ce jeu absolument délicieux, je dirais, de la manipulation. Alors pas dans ce genre de chant vraiment militaire. Mais alors tout à l'heure, je vous parlais aussi de ces contre-révolutionnaires, de ces royalistes. Alors voilà aussi pour resituer. Donc nous avons deux petites chansons aussi de propagande comme ça, et sur des chansons révolutionnaires. Donc vous voyez, pourtant on n'aime pas la révolution. Mais pour émettre une mauvaise image de l'empereur, on écrit sur la carmagnole. La carmagnole de Bonaparte. Voilà, il vient de, pareil, d'être couronné empereur, et là, du peuple français assassin, ce bandit corse de sa main, tout au beau milieu de Paris, oh comme il nous eut tous oxy, comme il nous travaillait, comme il nous mitraillait. Plus de ces carmagnols, vite appelons, plus de ces carmagnols, vite appelons les Bourbons. Quand sur le trône de Louis, ce carmagnol s'est assis, les provinces et tout Paris d'abord se trouvant ébahis. Ce n'est, se disait-on, que pour notre Bourbon. Fille de la Carmagnole, à nous voulons, fille de la Carmagnole, à nous voulons nos Bourbons. Et là, toujours la même chose, vous voyez, comme dans cette propagande, on dit Bonaparte, l'adultérin, séparatiste corse, etc. Oui, déjà, oui, vous voyez, c'est marrant, ça tourne en rond quand on veut le dénigrer. D'un adultère, fruit impur, ce bambin au cœur fier et dur, ose sans bonheur et sans foi trahir Barras comme son roi. Ils payent leurs bienfaits par de nouveaux forfaits. Ah bas la Carmagnole, oui nous voulons. Ah bas la Carmagnole, oui nous voulons nos Bourbons.
ceux qui le disent. Je vois que vous êtes politiquement correct. Il y en a pour tout le monde. Vous voyez, pas de problème. Cela étant, est-ce que vous avez trouvé une pépite vraiment que vous ne pouviez pas soupçonner dans tous ces textes que on chante là cet après-midi, c'est sympathique. Enfin, c'est du travail aussi. Absolument. Retrouver c'est ça. tous ces textes. Et donc voilà, est-ce qu'il y en a une qui sort du lot? Alors, je vais vous en faire une. Alors, effectivement, là, nous chantons cet après-midi parce que c'est vrai que je n'ai pas pu venir avec tous les protagonistes du disque. Donc, je le rappelle. Et nous ne sommes pas dans une goguette, hein. Nous sommes au siège du souvenir napoléonien. Voilà. Et qui peut-être parfois va le devenir, du coup, on ne sait jamais. Peut-être maintenant. On va tous se mettre grâce à chanter. Vous ou à cause de vous. Mais c'est important de chanter l'empereur. Non, mais en tout cas, voilà, par rapport à ce disque, donc là, vous avez, d'ailleurs, dans le disque, je suis accompagné très souvent quand je fais ces chansons, donc plutôt de grognards, je suis accompagné soit au serpent. Vous voyez, c'est aussi l'occasion de redécouvrir des instruments typiques de l'Ancien Régime qui continuent sous l'Empire et qui vont doucement disparaître, mais ce serpent, instrument magnifique, on voit d'ailleurs dans quelques gravures napoléoniennes, donc il m'accompagne, soit un petit orgue de Barbarie, alors un peu plus tardif, mais quand même qui évoque ce genre de petits instruments qu'on pouvait prendre autour du bivouac. Donc ça, c'est dans mon cas. Notre chanteuse Sabine Devielle, donc elle est accompagnée par un piano historique, je crois qu'il est de 1802, merci, de 1802, avec un pianiste spécialisé, Daniel Isoire, avec qui je travaille, voilà, dès que j'ai besoin d'un piano historique, c'est avec lui. Donc là où nous avons fait un petit peu le côté romance, et puis après j'ai eu 3 chanteurs donc pour faire un petit peu ce côté vraiment populaire de la grande chanson, et les cuivres romantiques, donc ils étaient entre 7 et 8, avec les frères Madoff, donc ils sont vraiment spécialisés, qui travaillent surtout ce répertoire, et de la percussion. Donc il y a tout cela dans ce disque du souvenir et de la légende napoléonienne. Vous voyez, on a vraiment voulu parcourir toutes les possibilités de cette chanson qui va vers la romance et qui va vers l'hymne. C'est tout cela qui est incarné dans le mot chanson. Pas facile d'ailleurs en français, parce que quand on dit chanson, on a une petite tendance à dénigrer, ce qui n'est pas le cas chez les anglo-saxons, puisque il faut savoir que Schubert, Schumann, les plus grands, en quelque sorte, font de la chanson. Alors que nous, voilà, c'est ça. Nous, on n'ose pas trop le dire. Et dès qu'on dit romance, on a l'impression que ça va être quelque chose de, voilà, un petit peu mignonné. Oui. Et c'est bien dommage. Donc, vous me demandiez une illustration d'une chanson pertinente, originale. Alors, pour moi, c'est cette chanson sur la bataille de Waterloo, où là vraiment, alors elle est anonyme, on n'a pas l'auteur du texte, elle est sur une musique de Désaugiers. Donc on n'a pas l'auteur, mais elle nous a été quand même transmise. Absolument, absolument. Ah ben ça, on a pléthore de, je dirais, des milliers de chansons où les auteurs sont anonymes, soit parce que ils ne veulent pas. Ils ne souhaitaient pas. Voilà. Après ce que nous avait dit. C'est ça. Oui, non, mais il faut savoir par exemple que Béranger, il a fait 2 fois de la prison. Oui, le nombre de procès. Tout de même, des fameux procès pour des chansons, pour son vieux drapeau, pour voilà, des choses contre l'empereur, ou alors quand il critiquait un petit peu, alors non pas la religion, mais plutôt Pie VII, voilà, le pape Pie VII qui l'aimait pas. Bref, c'est tout cela. On fait de la prison pour des chansons. Et quand on fait de la prison, c'est 10 mois, c'est 12 mois, puis on doit payer des… La prison de l'époque, c'était quand même quelque chose… Alors justement, forcément évident. Alors Sainte-Pélagie, oui. qui est cette prison un petit peu des intellectuels, on dit quand même qu'on pouvait y manger quelques poulards, de quelques aménagements. Absolument, même faire venir quelques demi-mondaines, si on voulait. Vous voyez, nous retrouvons nos fameuses coquettes. Voilà, absolument. Donc non, mais en tout cas, trêve de plaisanterie. C'est vrai qu'on peut mourir pour une chanson. Vraiment, ça. Donc pour montrer à quel, puisque c'est un média, donc c'est normal, ça peut être dangereux. Alors, cette coloration, pour moi, d'une chanson pertinente et que j'ai retrouvée, c'est cette bataille de Waterloo. Et elle est très émouvante parce qu'elle est vraiment évocatrice de ces grands tableaux de l'époque, de ces grands tableaux
de propagande. Héroïque. Absolument héroïque. Gloire. Voilà, où on voit notre geste impérial. Absolument, notre grand Bonaparte avec toutes ses batailles derrière, ses canons, et puis toute cette stratégie étonnante finalement. Hein, parce que, bon, moi je ne suis pas spécialiste, mais j'ai toujours été fasciné par cette manière d'aller faire la guerre, d'avancer comme ça par milliers en se soutenant. Bon, il y a quelque chose de terrible, mais de fascinant. C'est presque, pour moi, homérique. Voilà, on est dans un récit homérique. Rappelons-nous qu'Homère lui-même, à Ède, était un chansonnier. Il s'accompagnait d'une lyre et il racontait ces grandes histoires aux héros eux-mêmes. Hein. On le sait très bien que Homère est peut-être là déjà en train de chanter sa propre histoire à Agamemnon, à Ulysse, et aux dieux. Et aux dieux, voilà, absolument. Et là, pour moi, dans cette chanson, on est un petit peu dans cette même fonction, vous voyez, où j'oserais presque dire le terme où on se met à sacraliser l'événement. Voilà. On prend l'univers à témoin. Absolument. De ce grand geste. Ouais. Bah oui, guerrier, parce que c'est vrai que ce sont des grands gestes au sens même de chansons de gestes. Vous le dites vous-même, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que dans notre histoire de la chanson, il y a deux personnages comme ça qui ont été tellement inspirants sur ces chansons. C'est Charlemagne, la chanson de Roland. Absolument, voilà, cette chanson de geste, et Napoléon. Nos deux empereurs, vous voyez. Enfin, alors voilà, pour moi, c'est quelque chose que je trouve excitant. Et vous qui connaissez bien le baroque, on n'a pas du tout ça sous Louis XIV, qui était pourtant un roi guerrier. C'est différent parce que déjà, Louis XIV, dans tout ce qui est tragédie lyrique, il est incarné par l'image de Jupiter. On ne va pas mettre le roi directement en évocation dans cette œuvre, sauf dans des tédéums, et même on va plutôt parler de manière abstraite, voyez-vous. Après, il y a quelques cantates, des cantates profanes qui vont faire des gloires à certaines batailles gagnées, mais globalement, non. Pour revenir à Louis XIV, s'il se met dans sa jeunesse en valeur, c'est en dansant sur scène devant… lui-même. Voilà, absolument. Il est le centre. L'incarnation du roi soleil, oui. Alors c'est complètement différent comme utilisation, mais ça reste de la propagande. Hein. Nous sommes bien d'accord que toute cette grande musique baroque est là aussi pour servir les plus grands. Alors pour en venir à cette bataille de Waterloo, donc, malheureusement, voilà. Mais là, elle nous amène dans quelque chose qui décrit de manière presque, je dirais, d'investigation, de chronique de guerre, cette bataille. Imaginez, donc c'est vraiment le petit matin. Tout le camp sommeille, le général veille, l'aurore vermeille ne luit pas encore. Sur l'enceinte immense, dans l'ombre s'élance et plane en silence l'oiseau de la mort. Et là, comme dans un film, l'âme tranquille, le chef habile de son asile sort dès le matin. Son œil embrasse le vaste espace et sa main trace l'arrêt du destin. Soldat intrépide, d'un mot il décide l'attaque rapide et sur le tambour. L'art pour lui conspire, son génie l'inspire et double l'empire de l'ordre du jour. Vous voyez là, on voit exactement donc le général qui déplie sa carte de stratégie. Il l'a posée sur un tambour, exactement comme si on était en quelque sorte dans une nature morte hollandaise. Vous voyez, on a donc ce tambour et le général est en train de méditer sa stratégie. Quand dans la plaine l'aube lointaine indique à peine les feux opposés, nos chefs s'assemblent, nos rangs s'ébranlent, nos bivouacs tremblent sous leurs pas pressés. Notre artillerie est en batterie, notre infanterie manœuvre et s'étend. Phalanges plus belles, nos lanciers fidèles dirigent leurs ailes où Mars les attend. Évocation du dieu de la guerre. Hein. Les dragons passent, les flots s'amassent, nos hussards lassent leurs fougues coursiers. Troupe éclatante, masse imposante, à l'œil présente nos fiers cuirassiers. L'ennemi succombe, il chancelle, il tombe, mais bientôt la tombe reçoit ses débris.
crie. Les soldats pâlissent, les coursiers frémissent, les airs retentissent de funestes cris. Destin étrange, soudain tout change, le crime arrange un succès vendu. Les rangs se brisent, les feux s'épuisent, et d'autres disent que tout est perdu. Et je ne vous ai pas fait tous les couplets parce que c'est vraiment une chanson comme ça de 40 couplets, une chanson de geste vraiment qui nous décrit voilà, toute cette tragédie de Waterloo. Parce qu'on se prend à suivre le texte. C'est ça qui Absolument. Voilà. Et c'est un petit peu, voilà, c'est cette invention avec. Alors là, c'est pas Béranger, mais on est de la même époque. Et vraiment, la chanson se transforme où elle devient littérature et petit opéra. Vous voyez, pour moi, c'est comme c'est ce qu'adorait Balzac d'ailleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de peinture hollandaise. C'est ces petites histoires racontées dans l'intimité. Cher Arnaud Marzorati, merci beaucoup. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses déjà et ça nous donne envie donc de découvrir. Il faut encore attendre un petit peu, mais voilà, ça va arriver. Oui. Donc, votre CD, et puis je pense que le souvenir napoléonien donc, sera tout à fait heureux donc, de pouvoir acquérir ce CD. En tout cas, le siège du souvenir napoléonien maintenant va résonner de ces chansons. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas entendues ici même. Et encore une fois, un grand merci parce que je pense qu'on aura plaisir à écouter ça chez soi et pourquoi pas lorsque nos adhérents vont se promener sur les champs de bataille. Ils l'emmèneront avec eux pour vraiment ressentir. J'imagine déjà dans les cars. Allez, tiens, on se met un petit coup de Marzorati. Voilà, ça sera bien. Voilà. C'est la bande son. C'est la bande son de notre histoire. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et puis on startinera l'oignon. Voilà. Bien évidemment. Peut-être avec autre chose. Merci beaucoup. Merci de votre accueil très chaleureux. Sur le tombeau de Joséphine